Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Méridien Zéro, une émission de RBN France. Ce soir, nous recevons pour une émission spéciale notre ami Fabrice Sorlin, président de Dies Irae. Quand je dis émission spéciale, c'est parce que nous allons parler exclusivement ce soir de l'affaire Dies Irae, les infiltrés. Nous sommes à quelques semaines, 5 semaines de cette émission de télévision qui était passée sur France 2 et des remous qu'elle a suscité. Donc nous revenons sur cette affaire avec Fabrice ce soir. Fabrice, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là au micro de Méridien Zéro. Je sais que ça n'a pas été facile. Nous aurions dû nous voir plus tôt, toi et moi. Mais un certain nombre de contingences bordelaises t'ont empêché de monter. Tout à fait. Voilà. Alors, pour les auditeurs, pour les quelques auditeurs qui ne sont pas encore ou qui ne sont pas encore au courant ou à qui l'affaire aurait échappé, on va faire un rapide retour sur les débuts finalement de cette affaire, à savoir le coup de fil que tu reçois un jour du journaliste de l'agence CAPA, agence qui avait produit, semble-t-il, ou qui produisait une émission, parce qu'au début tu savais pas grand-chose finalement. Non, le piège était bien tendu, c'est-à-dire que donc l'émission est passée le 27 avril dernier. Un mois avant, je reçois un coup de fil de Laurent Richard, rédacteur en chef de l'agence CAPA. Il me dit la chose suivante au téléphone: Monsieur Sorlin, enchanté de vous avoir au téléphone. Nous allons organiser une table ronde sur France 2 d'ici un mois sur le thème politique et religion. Thème éminemment intéressant, en tout cas pour moi et pour ceux de notre mouvement. Thème que nous avons étudié aussi pendant de longues années au sein de cellules de formation qu'on a pu suivre. Donc les deux glaives, c'est la théorie des deux glaives, évidemment, la doctrine sociale, etc., oui. etc. Voilà, tout un tas de choses qui m'intéressaient. Je me replonge dans ces livres-là, j'accepte, bien évidemment. Je me replonge dans ces livres-là pendant plusieurs jours. Il me rappelle, je commence à lui poser des questions, évidemment, savoir un petit peu qui serait invité avec moi à participer à cette émission. Et là, je commence à sentir une gêne de la part de ce Laurent Richard. Il me dit la chose suivante: Monsieur Sorlin, vous êtes le premier pour le moment qu'on ait invité à cette émission. Je ne sais pas encore très bien qu'il va y avoir, etc., etc. Est-ce que, excuse-moi de te couper, est-ce qu'à ce moment-là, tu sais que tu vas passer dans le cadre de l'émission Les Infiltrés, ou tu ne connais pas encore du tout le titre de l'émission Je ne connais absolument pas. Alors, j'avais déjà entendu parler des Infiltrés, oui, mais de façon très lointaine. J'ai moi-même pas la télévision, ça ne m'intéresse absolument pas de la regarder. Il ne me parle pas non plus du thème des Infiltrés. Il me dit juste, voilà, donc une table ronde pour discuter politique et religion. C'est au moment où il me dit que je suis la première des personnes à être invité et qu'il n'a pas encore fait le choix des suivantes, que je commence quand même à me poser des questions. Je ne suis pas le plus grand spécialiste de la question en France, loin s'en faut. Donc oui, donc tu te dis pourquoi moi ? Voilà, je commence à me poser les premières questions, donc je vais plus loin, moi, dans mes questions. Je sens qu'il est de plus en plus gêné, il commence à me sortir quelques noms, en me disant mais c'est pas sûr, etc. Et devant voilà l'avalanche de questions que je lui pose, il finit par me dire mais bon, voilà, en fait c'est l'émission des Infiltrés, etc. À ce moment-là, on est quelques jours à peine avant l'émission. Il t'a appelé combien de temps avant ? Une petite semaine, 4-5 jours ? Alors, la première fois qu'il m'appelle, c'est un mois avant. D'accord. On laisse passer un certain temps, je lui donne mon accord de principe. Et là, on est l'avant-veille de l'émission. Donc l'avant-veille ou la veille même, alors je crois. Pour que nos auditeurs comprennent bien, l'avant-veille de l'enregistrement de l'émission, donc l'enregistrement du débat plateau. Tout à fait, qui a lieu 3 semaines avant la parution donc du 27 avril. Quoi. D'accord. Donc au moment où il me parle des Infiltrés, je me rappelle un petit peu du principe de cette émission. Donc évidemment, je lui pose des questions. Il me dit, Monsieur Sorlin, ça va être quelque chose d'extraordinaire pour vous et votre mouvement, une publicité que vous n'aurez
probablement jamais une chance que vous aurez probablement jamais dans votre vie. Vous allez passer sur France 2 avec David Pujadas, une star du PAF. Il doute de rien. Il doute de rien. Il doute vraiment de rien, ces braves gens. Donc évidemment, à ce moment-là, je lui dis, écoutez, c'est pas la peine. Moi, ça m'intéresse absolument pas de venir à ce genre d'émission. Ça va être une émission à charge. Premier point. Deuxième point qui me dérangeait franchement, c'est que il y avait donc, m'avait-il dit, 1h10 de plateau à l'enregistrement et 52 minutes retenues après le montage. Oui, donc une absence de maîtrise complète des propos de ta part et des autres invités, évidemment. Absence complète de maîtrise de tout ce qu'on peut dire, c'est-à-dire que les moments où on aurait pu contre-attaquer ou autre auraient forcément été supprimés. Chanté, exactement. Raccourci. Voilà. Ouais. Donc je lui dis non. Je lui dis non avec d'autant plus de bonne foi quand mon beau-frère se fiançait ce fameux samedi. Et qu'évidemment, j'ai toujours fait passer la famille avant le reste. Et je pense que d'ailleurs, c'est un des principes, si ce n'est le principe fondamental des militants de notre milieu, c'est d'abord de construire les choses dans l'ordre. La famille passe avant. Donc là-dessus, il commence à essayer de... Enfin, on voit qu'il connaît très mal l'éthique de notre milieu. Il commence à essayer de me faire, de me vendre sa sauce. Voilà, vous aurez le TGV en première classe, une moto vous attendra, l'hôtel s'il faut, etc. Bon, voilà. Les prostituées moldaves, non, ça va pas jusque-là. Enfin, c'est incroyable. Bon, on n'en était pas loin. Ouais. Devant ma détermination à ne pas venir, il me fait appeler par David Pujadas lui-même. Ah, c'était ma question. Est-ce que tu as eu à un moment un contact avec le petit homme ? Je l'ai eu, ça y est. J'en suis pas fier, mais je l'ai eu. Il m'appelle, il tombe sur mon répondeur, Fabrice Sorlin, David Pujadas, voilà, émission des Infiltrés, France 2. Il me ressort à peu près les mêmes propos que son ami Laurent Richard, comme quoi c'est une chance inespérée pour moi-même, pour Diessiré, voilà. Comme quoi, évidemment, la moto m'attendra, l'hôtel et compagnie, voilà, patin couffin. Et il finit donc son coup de fil en me disant « Rappelez-moi de toute urgence, David Pujadas, au revoir ». Voilà comment se passe cette invitation sur ce plateau. Alors à ce moment-là, toi, ton état d'esprit et celui de ton, entre guillemets, ton état-major ADI, là, de tes gars, vous réunissez, vous dites quoi ? Vous dites qu'il y a peut-être un lézard. Vous avez déjà l'idée quand vous avez fait un enfant dans le dos, entre guillemets, ou que vous pourriez être pris dans une nasse médiatique par une présence sur le plateau, simplement en disant, voilà, bon, c'est tendu, c'est dangereux, mieux vaut éviter le débat. Alors, à ce moment-là, évidemment, connaissant le principe de l'émission des Infiltrés, le fil des derniers mois, l'histoire, on se replonge un peu dans le passé, on commence à se poser des questions, qui, quand et comment. Mais, avec une incertitude ou la certitude qu'ils ont déjà réussi à vous bouffer ? Non, avec une certaine incertitude. On pensait pas, du moins, qu'une personne pendant 10 mois, parce que ça, on reviendra là-dessus, on va rentrer dans le détail là-dessus après. Non pas 4 mois, comme ça a été dit par Laurent Richard. C'est pour ça que tu l'as, c'est important, voilà. Tu vas remettre les pendules à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et beaucoup de bêtises de la part des médias sur ce plan-là. Je peux même dire de mensonges. De mensonges, qui sont d'ailleurs aujourd'hui, qui vont être pris en charge par la justice, parce que évidemment, on va faire, du moins avec les moyens qu'on a, éclater la justice, et ça me paraît primordial. Mais donc non, à ce moment-là, on se pose vraiment tout un tas de questions. Il est évident, on le sait depuis des années, que la masse média n'est pas favorable à nos idées. À la tradition non plus, d'ailleurs. Nous, il nous paraît évident qu'il ne faut pas qu'on se rende sur ce plateau. Il nous avait dit, donc la veille, il me dit qu'un film de 50 minutes sera fait sur Diessiré, sur une école
de Bordeaux. Donc là, je sais que c'est l'école Saint-Projet. C'est bon. Tu ne réponds pas aux sollicitations, aux motos, au massage thaïlandais, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'ils font? Il y a un laps de temps pendant lequel tu n'as plus de relation avec eux, et ils t'appellent pratiquement la veille ou l'avant-veille pour te dire de toute façon, maintenant, il faudra bien que vous veniez, en gros. Donc on passe de la caresse à la menace. C'est ça. Voilà, parfaitement. Il me dit, mais vous vous rendez compte, si vous venez pas, quelle image allez-vous donner au sein de votre mouvement voilà. Et là, tu apprends très directement que donc vous avez été filmé. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc là, du coup, c'est plus de la suspicion, c'est plus des questionnements avec tes cadres. C'est voilà, on a vraiment été infiltré par qui, où, comment. Et là, c'est ça. Toutes les questions se mettent en place, mais on commence à apporter certains éléments, à suspecter certaines personnes. On essaye de revoir à peu près dans quelle période ça pouvait être, etc. Alors, je vais me faire le porte-voix d'un certain nombre de nos auditeurs, hein, et puis on va évacuer cette question justement en la posant tout de suite. Beaucoup de gens se disent mais comment ont-ils fait pour ne pas voir il faut être sérieux, il faut contrôler les entrées dans un mouvement politique, il faut tracer un peu les mecs, etc., etc. Bon, là, il y a eu beaucoup de choses, comme on le disait tout à l'heure, qui ont été dites sur ça. Toi, tu as une réponse que tu as déjà donnée par l'intermédiaire de tes blogs et de tes sites, qui, à mon avis, est assez sereine, c'est de dire que avec le pédigré du mec, c'est pratiquement... On va en parler, hein, de l'infiltré, c'est pratiquement impossible d'avoir un soupçon d'entrée de jeu. Impossible. Je le dirais avec d'autant plus d'objectivité que un autre journaliste qui, lui, visiblement, était aussi un infiltré. En moins d'une semaine, on l'a repéré et on n'a plus une nouvelle. Si je peux me permettre de raconter l'anecdote très rapidement. Il n'y a aucun souci. On organise une conférence donc à l'Athénée municipal de Bordeaux, lieu très connu sur Bordeaux, donc vraiment au grand jour, sur le thème de l'identité bordelaise, sur la région, sur l'histoire de la région, pardon. Réalisé par un professeur d'histoire reconnu. À la fin de cette conférence, un certain Ludovic vient me voir et me dit « Fabrice Sorlin, enchanté de vous connaître, je viens de Paris, je m'installe aujourd'hui en ce moment là sur Bordeaux, je suis très intéressé par votre mouvement, j'aimerais pouvoir... discuter avec vous, y adhérer, et puis militer avec vous. » Donc bon, sur le principe, pourquoi pas, effectivement, je lui donne un deuxième rendez-vous. Je lui pose quelques questions, évidemment, on discute un petit peu ensemble, et je le sens gêné sur des réponses relativement simples. Je lui demande par exemple où il habite, il est incapable de me donner le nom de sa rue. Ouais. Il me dit « Oh, j'habite du côté de la gare, je sais y aller, mais je connais pas le nom de ma rue. » Ah bon étrange quand même pour quelqu'un qui connaît pas qui s'installe surtout. Voilà, la première chose qu'on retient, c'est quand même les démarches postales, le courrier, EDF. Et on retient l'adresse au moins pour pouvoir la demander à un passant. Oui. Donc encore une fois, je pose des questions plus avant, toujours des réponses très vagues, un peu gênées, etc. Je lui donne là-dessus un deuxième rendez-vous, et à ce moment-là, je fais venir 2 de mes amis et je demande à ces 2 amis de suivre cet individu à la sortie de notre entrevue. Ce qu'ils font, avant de se quitter, je lui demande où est-ce qu'il va se rendre. Il me donne une direction, il part à l'opposé. Oui. Il se rend compte qu'il est suivi. Il se met à courir à toute vitesse et depuis, plus jamais aucune nouvelle du personnage. D'accord. Voilà. Okay. Donc il est évident que cette personne-là, je sais pas. Tu crois que c'était une tentative collatérale de Capa encore? Oui, je le pense. Je le pense. Je n'en suis pas sûr. Je ne peux évidemment pas l'affirmer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une tentative néfaste d'un journaliste ou peut-être d'un policier ou d'un RG. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était pas un militant sincère, quoi. Voilà. D'accord. En revanche, donc le fameux Mathieu Maille. Oui, on va y revenir. Auparavant, on termine sur le déroulé qui nous conduit à l'émission. Donc vous refusez d'apparaître, on vous dit que vous avez été filmé à votre insu, donc que vous avez été entre guillemets infiltré. Je dis bien entre guillemets parce qu'on verra le vrai, on va dire le fond de cette infiltration, qui n'en est pas complètement une.
Vous refusez d'aller sur le plateau et l'enregistrement se déroule sans vous, finalement. Voilà. Est-ce que à ce moment-là, tu sais ce qui s'est dit sur le plateau ? Dans les 3 semaines qui précèdent l'émission, est-ce que tu sais ce qu'il y a eu sur le plateau et à l'enregistrement ? Je le sais. Tu as quand même des échos ? Je le sais, parce que sont invités sur le plateau Daniel Amiche, journaliste, et l'abbé Aulagnier. Oui. En plus, évidemment, des obligés, Fourest, l'abbé de la Morandée, voilà, un certain nombre qu'on rencontre d'ailleurs à tous les plateaux à chaque fois qu'il s'agit de religion. Ou à l'assiette du PAF qui se nourrissent de ça. Tout à fait. J'appelle Daniel Amiche pour lui poser quelques questions, lui demander un petit peu ce qu'il en est, de quoi il en retourne, etc. Ce à quoi il me répond très gentiment. Lui-même, évidemment, a été extrêmement surpris du film, puisque, et ça je pense que c'est important de le préciser, il en a parlé d'ailleurs sur son blog Riposte catholique, en suivant, lorsqu'il est invité sur le plateau de télévision, on lui sert à lui la sauce « venez parler de la tradition et des écoles ». Oui. Voilà. D'accord. Alors, en réalité, en fonction des intervenants, ils ont sorti à chaque fois une excuse. Alors ça c'est très important ce que tu dis, différente. Parce que ça fait partie du processus que tu dénonces et on le verra de quelle manière tout à l'heure à travers Riposte Média et compagnie. C'est-à-dire que les premiers procédés, c'est travestissement de la vérité, travestissement de la réalité, déformation, et on s'adapte finalement à chaque interlocuteur pour lui servir quelque chose de différent, mais qui ne reflète pas le fond le fond du sujet. Absolument pas. Et d'ailleurs, donc on est déjà sur de la tromperie et du mensonge. On commence sur de la tromperie et du mensonge, mais à ce moment-là, j'aimerais quand même moi tirer mon chapeau à l'abbé Aulagnier et à Daniel Amiche, parce que arriver sur un plateau et en fait, on les prend à contre-pied tout de suite. C'est-à-dire que Daniel Amiche... Oui, on les somme de justifier ou de dénoncer ou de condamner ce qu'ils ont vu. Voilà, tout à fait. Alors que Daniel Amiche, on sait que c'est un spécialiste, il connaît très bien, évidemment, la tradition, il connaît bien aussi les écoles, l'éducation, etc. De voilà. Générale, oui. Donc, c'est d'ailleurs, ils le savent, c'est pour ça qu'ils lui sortent cette excuse-là. Il vient en toute bonne foi pour discuter, argumenter, objectivement, etc. C'est quelqu'un de très, très sérieux et de très sincère. Et on le prend à contre-pied tout de suite en lui montrant un film. Voilà, il est... Enfin, je me mets à leur place à ce moment-là, ça a dû être un moment très difficile. Oui. Malgré ça, ils ont quand même réussi à... Ils se sont pas trop débrouillés de la vie générale, hein, il faut être honnête, ils ont réussi à répondre... Dans un contexte extrêmement difficile et tendu. Avec une Caroline Fourest toujours plus hargneuse, vicieuse et tendancieuse, puisque bon, c'est son gagne-pain d'être comme ça. Elle s'est pas gênée. Bon, la Morandée, on n'en parlera même pas, monsieur la Morandée, parce que je crois qu'on peut pas trop l'appeler l'abbé. Enfin, en tout cas, ce titre lui est dénié par un certain nombre de gens. Quant à, je crois, au dernier larron qui était Mouloud Aounit du MRAP, bon, n'en parlons pas. Lui, c'était pratiquement le clown de service. Mais effectivement, la plupart des gens, on va dire, de la mouvance au sens large, et même d'observateurs extérieurs, ont dit que c'était finalement plutôt bien défendu, compte tenu de la difficulté dans laquelle ils étaient pris en défaut, pris à contre-pied, piégés littéralement par le reportage. Alors, chose intéressante qu'a souligné Monsieur Amiche, que tu pourras peut-être valider, c'est que le reportage que eux ont vu ne correspond pas au reportage que nous avons vu à la télévision. Alors, ne correspond pas exactement. Exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines alors, entre l'enregistrement du débat et donc la projection du film et l'enregistrement du débat et le passage de l'émission à la télévision le 27 avril. Évidemment, Monsieur Amiche, qui quand même est journaliste aussi, lui a une bonne sensibilité des choses. Je l'appelle, il me dit bon, la meilleure défense c'est l'attaque, il faut commencer à en parler pour désamorcer, parce que là c'est une bombe. Voilà, ils nous ont piégés et il faut faire quelque chose. Donc on commence à en parler sur les blogs, sur les sites, etc. On commence à dénoncer les méthodes d'investigation.
parce que très rapidement sur Bordeaux, on se rend compte que la pierre angulaire entre qui a été à la fois à Dié-Ciré, à la fois dans cette église à Saint-Éloi et à la fois capable de filmer à l'intérieur des cours de l'école Saint-Projet, il n'y a qu'une seule personne, c'est Mathieu Maille. D'accord, donc là vous avez triangulé l'individu et donc vous mettez un nom, en tout cas le nom qu'il vous a donné, vous avez même des images, donc le profil est connu, et vous commencez à parler de cet individu extrêmement finalement louche, a posteriori, parce que réunissant toutes les conditions de la balance. Voilà. C'est-à-dire que, alors peut-être on peut maintenant effectivement parler de ça. Juste, on termine sur les modifications du reportage, ce qui est intéressant quand même qu'on sache là sur cette question-là. Qu'est-ce qui a été modifié dans les 3 semaines de délai ? Qu'est-ce qui a été supprimé ? Quelques propos, je crois, dans l'école. Voilà, et pourquoi ? Essentiellement ça. Alors la grande question qui reste ouverte, évidemment, on n'a pas aujourd'hui de réponse certaine, mais il y a fort à parier quand même que la contre-attaque qu'on a menée durant ces 3 semaines-là, en expliquant qu'il y avait eu provocation de la part, parce que évidemment les souvenirs se remettent en place, bien sûr. Tout le monde discute, on recoupe un certain nombre d'éléments et on se rend compte qu'effectivement, si vous voulez, les éléments que nous avons, les éléments que je peux avoir, que d'autres militants peuvent avoir, tout ça rassemblé donne quand même une indication et nous amène à nous rendre compte que Mathieu Maille donc a aussi sévi dans l'école par exemple, voilà. Et surtout à réaliser des provocations absolument odieuses, que ça soit au sein de notre organisation, mais toujours. Et ça, je pense que les auditeurs qui ont vu le pseudo-documentaire s'en sont rendus compte. Tous les propos tendancieux qui sont tenus le sont dans un cadre privé, dans une discussion privée. Oui. C'est-à-dire qu'il n'a jamais osé faire de la provocation lorsqu'on était en réunion plénière ou avec une trentaine ou une quarantaine. Oui, c'est toujours une discussion entre deux. Hein. Voilà. Il n'a qu'un seul interlocuteur. Il n'a toujours qu'un seul interlocuteur. À part les enfants où il a trois gamins. Oui, mais un enfant se fait manipuler beaucoup plus facilement qu'un jeune adulte. On est père de famille, on sait ce que c'est. Voilà. Évidemment, on sait que les enfants sont perméables et qu'on peut exciter leur imagination assez rapidement et facilement d'ailleurs. Voilà. Donc moi je ne connais évidemment pas bien ce qui s'est passé au sein de cette école, puisque j'ai pas, encore une fois, et ça c'est aussi un point à mon avis très important, c'est qu'ils ont créé des amalgames là où il n'y en avait pas. Oui, vous n'êtes pas relié à l'école. C'est-à-dire qu'on n'a aucun lien avec cette école. Donc moi qui n'ai pas vu le film 3 semaines avant, je ne peux pas dire exactement quels ont été les passages qui ont été supprimés. En tout cas, de ce que j'en ai lu sur les blogs et de ce que dit Monsieur Amiche, de ce que dit Monsieur Amiche concernant l'école, une séquence où on voyait les élèves tenir des propos antisémites, je crois, ont été supprimés. Pourquoi ? Pourquoi, sachant que la finalité quand même du film, clairement, était de montrer c'est de repeindre les écoles catholiques, c'est de tout à fait. Alors, de vitrioler tout ça. Ça rentrait bien dans leur jeu. Donc pourquoi ont-ils supprimé cette séquence ? Peut-être était-il dérangé sur la façon dont ces propos-là avaient été obtenus par les jeunes. C'est-à-dire que je pense que si les rushs étaient visibles par la police ou par d'autres, ils n'étaient probablement pas tout à fait clairs avec eux-mêmes sur la façon dont ils ont obtenu ces eux-mêmes propos, se sont rendus compte du jusqu'où peut-on aller trop loin, qu'ils étaient quand même allés plus loin que le trop loin habituel. Voilà, donc parfaitement. Du moins, c'est ce qu'on peut légitimement penser aujourd'hui. D'accord. Alors, maintenant, on peut attaquer, on va dire, le vif du sujet, à savoir la présence dans vos rangs pendant de nombreux mois de quelqu'un qui a les garanties apparentes du militant, qui a un certain passé, qui est quand même pas un inconnu et qui vient à divers titres à Dié-Ciré avec, on va dire, la volonté de l'entrain.
Voilà. Donc c'est ce Mathieu Maille, comme la moutarde. Tout à fait. Exactement. C'est le nom en tout cas qu'il vous donne. C'est le nom qu'on lui donnera, puisqu'a priori, pour l'instant, cette personne a disparu de la planète Terre. Donc débarque quand? Parce que ça c'est très important aussi. On a dit, alors dans le reportage, il dit qu'il filme pendant quelques mois, 4 mois, il dit, qu'il est là de manière intermittente, que le premier jour d'école, il secoue les gamins, il obtient des propos absolument faramineux. Bon, il y a des raccourcis extraordinaires dans le reportage, mais en gros, il est quand même resté presque un an chez vous. Alors, les premiers souvenirs des personnes qui nous entourent sur Bordeaux de cet individu remontent à fin 2004-2005. Voilà. Donc dans les rangs du FNJ. D'accord. Donc là, il est militant ou sympathisant FNJ. Voilà. Il participe à des manifestations. Parfaitement. Il est identifié. Clairement, il fait quelques collages avec des militants du FNJ. Du tractage. Il est présent dans la petite permanence FNJ. Enfin, il est là, quoi. Tout à fait. C'est un des identifiés FNJ. Voilà. D'accord. Sur une longue période ou pendant un an? Il est opérationnel une grosse année, on va dire, un peu plus. J'aurais du mal là à répondre à cette question. Pardon. Je sais pas bien. En tout cas, enfin, tout le monde s'en souvient. Tout le monde s'en souvient, que ça soit le responsable du FNJ du moment ou les autres que je peux côtoyer encore aujourd'hui. Tout le monde se rappelle de lui. Tout le monde se connaît très bien son physique et tout le monde sait aussi dans quel coin il habite, quoi. D'accord. Ok. Donc ce brave homme. Alors c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on reviendra sur les propos de Monsieur Richard, le journaliste de Capa, qui a fini par dire, je crois que en fait Mathieu Maille était infiltré au FNJ depuis déjà de nombreuses années, sans aucun reportage. La question, ça coûte très cher pour pas grand chose. C'est assez délirant ces propos. On va y revenir tout à l'heure. Donc il se présente à vous quand, ce Mathieu? Alors il nous envoie un mail que j'ai bien évidemment conservé, je conserve tout. En octobre 2008, il nous envoie un premier courriel en nous demandant sur la boîte mail donc de DSIRE de nous rencontrer. Il veut nous rencontrer, il est intéressé par ce qu'on fait, etc. Procédure classique. Du sympathisant qui essaye de prendre contact. Tout à fait. Il me rappelle au bon souvenir, qu'on s'était croisés quelques années auparavant sur Bordeaux, dans les locaux du Front National, etc. Donc, évidemment, on donne suite, on l'appelle. À ce moment-là, déjà, en fait, Mathieu Maille a déjà aussi approché l'église Saint-Éloi. C'est-à-dire que de manière collatérale. Voilà. Mais en gros, pratiquement en même temps, dans la même unité de temps. Dans le même laps de temps, il approche. Sous quel prétexte? En tant que catéchumène, de vouloir recevoir en fait son baptême. Voilà. Donc, pour les auditeurs non catholiques, voilà. Donc il fait une demande pour poursuivre l'enseignement qui lui permettra d'être baptisé. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc il rentre en contact avec les prêtres. Avec les prêtres de l'Église, il suit à ce moment-là des cours de catéchisme. D'accord. Étape nécessaire pour pouvoir recevoir son baptême lorsque l'on est adulte. Et il va à la messe très régulièrement, même en semaine, etc. Alors, est-ce que les membres catholiques de DSIRE le croisent à la messe? Oui, tout à fait. Donc, en fait, il est vraiment dans le tissu. Il est dans le tissu. On croise certains membres, parce que alors là, c'est pareil. Dans l'émission, dans le reportage, enfin le pseudo-reportage, je pense que c'est important aujourd'hui de mettre des guillemets, parce que on peut pas appeler ça un documentaire. C'est un tissu de mensonge. Un bidonnage complet. Voilà. On est libre sur cette antenne. Oui, je sais bien. C'est pour ça que je suis venu. Donc. On essaye de faire passer donc DSIRE pour un mouvement catholique, ce que nous ne sommes à l'évidence pas du tout. Nous avons des catholiques au sein de notre organisation, mais nous avons aussi des protestants, nous avons aussi des personnes qui sont athées, nous avons même une témoin de Jéhovah, nous avons un certain nombre de alors là, personnes. Vous faites fort. Là, excuse-moi, mais tu fais très fort avec les témoins de Jéhovah. Je sais pas comment. Non, j'ai pas d'idée, j'ai dit une. Alors là, bien respect. Là. À titre individuel, voilà. Oui, d'accord. Mais en revanche, à aucun moment, de toute façon, il n'y a ni aumônier dans notre mouvement, ni atelier ou cours de doctrine catholique, religieux. Rien. Il y a l'enseignement, comme dans beaucoup de structures politiques, du respect des institutions.
Voilà, comme celle de l'Église. On part de la loi naturelle pour construire un modèle, la doctrine sociale, etc. Voilà, on part de la philosophie S'il classique. y a des inspirations, il n'y a pas de lien. Il n'y a aucun lien. D'accord. Voilà, Okay, aucun lien direct. À titre individuel, il y a évidemment des liens entre les membres de notre mouvement et un certain nombre de paroisses sur Bordeaux, et non pas que Saint-Éloi. Oui. Mais voilà, ça s'arrête là. Donc, la deuxième amalgame, hein, une fois avec l'école, une fois avec l'église. Oui, mais je crois que c'était un des objectifs des journaleux de CAPA, c'était de mettre aussi un coup de canif ou un coup de couteau dans la tradition catholique. Donc le lien et l'amalgame qui a été fait, il le fallait. Donc il a d'ailleurs été très forcé, tu nous en parleras, avec l'église, votre local, etc. Tous ces amalgames qui ont été faits, comme quoi vous auriez reçu de l'église Saint-Éloi un local. Évidemment, ce qui n'avait rien à voir. Donc, ce Mathieu Maille qu'on voit régulièrement à droite à gauche prend contact avec toi, prend contact avec vous, voit des cadres et petit à petit rentre à DI en fait. Vous l'intégrez à vos rendez-vous. Oui, on l'intègre. Voilà, c'est un brave type, un pauvre type en fait. Mais bon, pas méchant. Il n'y a aucune raison de il fait cet effort. Voilà, il fait cet effort. Donc voilà. Tout à fait. Donc, sans problème, on lui ouvre la porte, il vient au local, il vient aux ateliers de formation, voilà. Bon. Ok. Et là, vous savez déjà qu'il est rentré ou qu'il va rentrer à l'école. Est-ce que tu es au courant de ça du tout ? Non, mais pas du tout. Moi, j'ai appris qu'il était pion dans cette école au moment où il y a eu l'émission. C'est-à-dire que j'ai pas de lien. Nous n'avons pas de lien avec cette école. Les gamins. Non, mais lui n'en parle pas. Lui n'en parle pas. Donc il cloisonne bien cette affaire-là. Lui, il cloisonne parce qu'il sait que de toute façon, il y a aucun lien. Donc il peut cloisonner et ça se saura pas. Mais par contre, dans l'émission, il fait comme si, effectivement, grosso modo, les jeunes de cette école-là qui ont au maximum 12 ans, hein, quand ils sortent de l'école, je crois que ça s'arrête en 6e, cette école. C'est comme si ensuite ils venaient directement dans notre mouvement. Alors que nous, en dessous de 17-18 ans, et encore, c'est plutôt la tranche d'âge 25-35 ans. Comme la plupart des mouvements militants, vous prenez plutôt des majeurs. Mais largement. Qui assument leur choix, c'est plus simple. Hein, je dis 25-35 ans, mais on a aussi une tranche, au-delà de la quarantaine, qui est très intéressant. Mais bon, lui il le sait. Mais évidemment, dans l'émission, il fait comme si c'était la continuité. La magie du montage. Voilà, exactement. Donc nous, on ne sait pas du tout à ce moment-là, qu'il est pion dans cette école. Alors, on va revenir sur son profil dans quelques minutes. On va faire une petite pause musicale. Nous allons écouter une chanson du groupe Triari. Alors c'est une pause musicale qui nous est offerte par le camarade Lord Sergei, notre technicien en chef. La chanson s'appelle Europa et était extraite de l'album Muse in Arms paru en 2008. À tout de suite.
De retour à notre émission après cette pause industrielle et martiale. Je vous rappelle notre invité sur le plateau, Fabrice Sorlin, responsable du mouvement Dies Irae, président, pardon, je crois que c'est ton titre. C'est ça, oui. Voilà. Peu importe. Bon, on s'en fiche, c'était pour plaisanter. Et donc, c'était, je rappelle pour les auditeurs qui nous prennent en cours, cette émission est exclusivement consacrée à l'affaire du reportage, enfin du pseudo-reportage qui inclut Dies Irae dans l'émission Les Infiltrés du 27 avril dernier. Alors, nous finissons le portrait on va dire de l'infiltré, puisqu'on va l'appeler comme ça, mais c'est pas vraiment une infiltration. Nous finissons le portrait de Monsieur Maille. Alors, Monsieur Maille est chez vous. Voilà, il est chez nous. Nous, aujourd'hui, on a, si tu veux, des sérieux doutes quant à sa profession de journaliste. D'ailleurs, on a fait par voie d'huissier une demande auprès de l'agence CAPA, juste pour nous fournir sa carte de journaliste. Oui. Voilà, une copie de sa carte de presse. Une copie, voilà. Ce qui n'est pas compliqué en soi. Un coup de photocopieuse, voilà. Et la querelle retombe aussi sec. Mais, à la suite de notre demande, donc par voie d'huissier de cette carte, on reçoit en retour, enfin du moins notre avocat, l'avocat de notre mouvement reçoit en retour une lettre très sèche de l'agence CAPA, nous disant déjà qu'on n'a pas à demander cette carte-là, qu'ils n'ont pas à nous la fournir, et que si on continue à la réclamer, ils se réservent le droit de poursuite, voilà, etc. Bon, alors ça t'apprend quoi ? Ça vous apprend quoi ? Ça nous apprend quoi ? Ça nous apprend que il est clair qu'une personne connue depuis 2005, qui infiltre donc un mouvement, une paroisse et une école en 2008, je doute, malgré les... Rappelons son âge, c'est important. Alors, il nous dit qu'il a 28 ans. D'accord. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 3 ou 4 ans d'infiltration dans un milieu pour un reportage, ça fait cher payer quand même le reportage. Quoi. Voilà, et reportage qui est lui-même, enfin, ça fait quelques heures quelques heures de caméra, hein, quelques heures de film pour un 52 minutes. 52 minutes, c'est ça. Donc, il serait rentré en 2004 et sorti en 2009 pour 52 minutes. Il n'aurait rien trouvé donc au sein du FNJ sur plusieurs mois ou plusieurs années d'infiltration au FNJ. Bon, voilà, ça paraît quand même relativement improbable. Chez vous, il a quel profil ? Celui du suiveur non pas du suiveur, mais de celui qui n'existe pas, enfin qui fait partie des meubles. D'accord. Il est introverti, clairement introverti. Mais il a quand même quelques talents de comédien, du coup. Je suis même pas sûr que ça soit un talent de comédien. Je pense qu'il l'est franchement, et je pense que c'est justement pour ça que que lorsqu'il est rentré en contact avec l'agence CAPA, il se soit dit, lui c'est la personne idéale. Quoi. Bon, parce que justement, il vous quitte un matin en vous disant, j'ai trouvé du boulot en Alsace, je m'en vais, et puis vous n'avez plus du tout de nouvelles. Donc voilà. il rentre en début octobre et il nous quitte fin mai. Ouais. Donc ça fait comme ça 9 mois, je crois 8 ou 9 mois. Et du jour au lendemain, fin mai, il vous dit j'ai trouvé un travail, parce que il avait quoi comme, vous saviez même pas dans quoi il bossait, pauvre type. Non, mais on lui pose les questions évidemment. Non, je travaille pas, j'ai pas de boulot. Mais en plus, si tu veux, il fait partie de ces types. Quand on les voit physiquement, ils font pitié, quoi. Voilà. Pourquoi vous l'avez pris ? La question des auditeurs, ça va être mais pourquoi vous prenez des gars comme ça ? Pourquoi on l'a pas le profil de tous les militants de DI. Non, mais il faut bien s'entendre sur les choses. Il y a les cadres, il y a les militants, et puis le deuxième cercle. Pourquoi pas essayer justement. Enfin, le but de tout mouvement, c'est quand même de rayonner. Ouais. Nous, en tout cas, c'est aussi l'aspect social d'un mouvement. Mais c'est l'aspect social. Il n'y a pas que des combattants entre guillemets. Il y a aussi bien des gens, évidemment non. Et c'est ça justement qui fait l'intérêt et qui, dans tout cas de notre mouvement à Bordeaux, c'est si aujourd'hui on est capable de rayonner sur entre 150 et 200 personnes, c'est justement parce que il y en a pour tout le monde. Oui, il faut des courroies de transmission, il faut des gestionnaires.
militaires, il faut tous les types de profils. Tout à fait. On a créé un certain nombre de structures justement associatives, satellites de notre mouvement, justement pour essayer de toucher des personnes qui sortent du cadre stricto sensus de créer les éléments d'une communauté. Voilà. D'une communauté ouverte, comme je l'ai toujours précisé à tous les membres de notre mouvement, parce que la communauté, si jamais elle reste égale à elle-même, elle va finir par scléroser, se refermer, ou se transformer en secte. Voilà. Ce qui est aussi jouable. Oui, voilà. Et à tourner sur elle-même, elle décolle du réel, quoi. Voilà. Donc l'idée, c'est évidemment, un type comme lui, il a pas de, on va pas lui donner de responsabilité. Il n'a pas forcément une valeur ajoutée, mais il est présent. Mais il est présent. Je veux dire, il a aussi son rôle. On peut lui, tant mieux, quoi. Voilà. Ok. Donc il vous quitte à matin de mai en vous disant, j'ai trouvé du travail, je m'en vais, etc. Vous n'avez plus aucune nouvelle. Aujourd'hui, quel est votre tu me dis jusqu'où tu peux aller dans tes propos, parce que je sais qu'il y a des poursuites judiciaires, il y a des choses en cours. Quelle est votre idée sur son parcours à ce gars-là? C'est quelqu'un de chez nous qui s'est retourné en cours de route. C'est une balance depuis le début, mais qui travaillait pour d'autres, on va dire, qui mangeait dans d'autres gamelles, type police ou justice. Alors, c'est quoi pour vous? La question reste ouverte, mais je vais parler aux conditionnel, évidemment. Parce que ce dont on est pratiquement sûr, là où on peut émettre les plus gros doutes, c'est que c'est pas un journaliste. Voilà. Bon, ça, on va dire que c'est pas une certitude, mais quasiment. Il y a quand même petit conditionnel parce que je suis obligé. Aujourd'hui, j'ai assez de problèmes comme ça. Voilà. Je vais pas avoir ajouté un de plus. Mais donc, on va dire pour la forme que c'est probablement pas un journaliste. Voilà, vous aurez bien compris pour la forme. Oui. Sinon, ensuite, en fait, il reste deux solutions. Soit c'est une personne qui, à un moment ou un autre, dans sa vie, a rencontré une personne qui l'a mis en relation avec l'agence CAPA et pour qui une somme, en fait, je veux dire, à déterminer, 30 deniers probablement. C'est quand même un des grands vecteurs de la délation, l'argent. Hein. Voilà. Ouais. A fini par retourner sa veste et puis et voilà, à faire son sale boulot. Ou alors, deuxième solution, mais encore une fois, rien n'est sûr. Pourquoi pas quelqu'un qui a des casseroles aux fesses et qui, grosso modo, un indique, à qui on a demandé de faire ce travail. Alors, c'est une piste intéressante puisque on reproche, et là aussi je travaille toujours sur le conditionnel, mais on en avait parlé dans une précédente émission sur les manipulations médiatiques, on reproche entre autres aux infiltrés sa très grande proximité avec les services de police. Oui. C'est pourquoi toute l'équipe de CAPA et de Pujadas, on travaille souvent avec différentes brigades de police. C'est pourquoi on peut se poser cette question, même si évidemment aujourd'hui il n'y a aucune accusation, il n'y a rien, mais non, voilà, une question, où on en est dans notre raisonnement. Qu'on peut soulever, pardon. Voilà. Or, et comme je le disais tout à l'heure, il suffirait que l'agence CAPA nous fournisse la copie de sa carte de presse pour que cette polémique-là retombe, pour que tout le monde se rende bien compte que, en réalité, oui, c'était un vrai journaliste, etc. Bon, ça, ils ne l'ont pas fait. Et donc, les questions restent en suspens. Ils ne l'ont pas fait déjà au moment où la polémique, lapsus amusant, la polémique enflait. C'est-à-dire quelques jours, ou dans les 2 dernières semaines, on va dire, avant la diffusion du 27 avril, là vous commencez à taper sur les tambours de la mouvance, que ce soit sur le plan de la mouvance religieuse catholique qui est très directement attaquée dans le reportage, ou plus largement sur le plan de la mouvance militante, vous commencez à dire, voilà, il va tomber un pruneau dans 15 jours, voilà ce que c'est, on vous répond, on décrypte déjà avec les éléments qu'on a. Attention bidonnage, attention amalgame, attention désinformation. Et preuve que tout le monde ne doit pas être bien droit dans ses bottes du côté de CAPA. Vos propos sont relayés dans la presse et obligent un certain nombre de journalistes de l'agence CAPA, et notamment M. Richard, et de gens de France 2 à prendre position sur le reportage, et notamment oblige M. Richard à se découvrir. Voilà, on les fait sortir du bois, et je pense que d'ailleurs s'il l'a fait, c'est parce qu'il n'est pas à l'aise dans ses baskets, il prend la parole, et il nous dit donc clairement d'où vient Mathieu Maille, et qu'évidemment c'est pas ni un militant retourné, ni un mec qui a des casseroles aux fesses, mais que c'est bel et bien un journaliste
djihadistes qui auraient infiltré le Front National depuis 2005. Et il nous dit aussi, dans les mêmes propos, un peu plus loin, que, évidemment, parce que nous, on a contre-attaqué en cassant les amalgames, en prouvant par A plus B qu'il n'y avait aucun lien direct entre l'église et Dies Irae et l'école et Dies Irae. Et donc, en cassant cet amalgame, on lui ruine son documentaire. Donc il sort du bois, il prend la parole et il nous dit, devant des millions de Français, que oui, effectivement, le local de Dies Irae et la cave, c'est la cave de l'église Saint-Éloi. Voilà. Là, on entre directement dans la propagande qui est destinée à appâter finalement le chaland pour le reportage diffusé. Tout ça est faux, complètement faux. On rentre même, je dirais, dans une désinformation volontaire. C'est-à-dire que là, je veux dire, l'heure est grave, quoi. Laurent Richard sait parfaitement que c'est pas la cave de l'église Saint-Éloi, mais comme il a un support médiatique 1000 fois plus puissant que le nôtre, il arrive à faire croire ce mensonge-là à des millions de Français. Oui, c'est ça l'intérêt. Et il sait que nous, de toute façon, médiatique. Qu'est-ce qu'il nous reste ? C'est notre site internet, 2 ou 3, enfin quelques journaux amis ou quelques radios amis. Des relais dans le milieu. Mais voilà. Qui malheureusement n'ont pas l'impact que peut avoir une chaîne de télévision. Ça a quand même suffisamment d'impact pour réveiller, on va dire, la presse régionale, la presse nationale. Je pense à Libé, je pense à plein de choses, ou à plein de journaux, France 3 Aquitaine, etc. Les gens commencent à s'intéresser, mine de rien, à ce reportage qui va arriver. Alors beaucoup relaient l'information de France 2 et de Capa en disant, voilà, le reportage est très lourd de conséquences pour le mouvement, l'église, l'école, mais certains commencent quand même à se poser des questions, et ces questions, elles traînent depuis quelque temps déjà à propos des infiltrés, notamment de la déontologie des journalistes, et certains se font quand même, au début, ou en partie, l'écho de vos doutes. Voilà. Et on arrive au reportage. Très peu, attention. Très peu, oui, très peu, mais... C'est pas très peu, il y a un seul journal qui relaye 2 lignes. C'est le 20 minutes, le journal gratuit 20 minutes, qui dit, pour sa défense, Dies Irae dit que voilà, c'est amalgame, mensonge, etc. C'est le seul à parler de nous et à dire, voilà, à donner nos arguments. On va pas les défense, saluer quoi. Parce que c'est vraiment de la presse de fond de toilette. Je ne les salue pas. Là, pour le coup, c'est pour souligner. Il y a au moins un journaliste qui a fait un peu son travail. Voilà, c'est ça. Non, mais par contre, c'est pour montrer, au contraire, c'est pas du tout pour vous dire de vous jeter sur ce journal gratuit, libre et indépendant. Non, c'est pour vous dire que la masse média agit en concert. C'est-à-dire qu'il y en a un qui sort quelque chose et voilà. Bon, tout le monde pense que je n'apprends rien à personne sur on en avait parlé à cette antenne, il y a très peu de vérification, de contre-enquête, il n'y a rien du tout. Donc le reportage est diffusé, vous le regardez, nous le regardons, beaucoup de gens le regardent, et là vous pouvez déjà, donc du coup vous avez de la matière maintenant, vous pouvez déjà décrypter. Donc dès le lendemain ou dès les jours qui suivent, vous émettez un certain nombre de communiqués pour contre-attaquer en dénonçant effectivement les amalgames, les coupes, les propos détournés, les mensonges, etc. Toutes les opérations de manipulation qui se déroulent au cours de ce reportage. Et donc, vous faites une première grille d'attaque. Voilà. Alors, quelques exemples. Alors, tu nous en as donné un ou deux. Quelques exemples des plus gros, des plus gros mensonges et des plus belles manipulations. Je vais en sortir quelques-uns. Donc, déjà, au niveau... Alors, une loi... c'est mon avocat, donc notre avocat qui nous l'a dit. Un journaliste qui construit un reportage qui n'est pas dans l'ordre chronologique, mais qui le construit comme si ça avait été pris de façon chronologique, est dans l'illégalité. Il doit le dire. Normalement, le stipuler clairement en disant attention, voilà, les images que vous allez voir n'ont pas été prises dans l'ordre chronologique. Nous avons reconstitué quelque chose qui n'appartient pas au réel, au déroulement temporel. Tout est fait comme si le journaliste va à une réunion, horreur, il tombe sur Ludo qui a sorti des propos immondes. Avec les cahiers de Turner. Donc il est tellement dégoûté qu'ensuite il préfère prendre un peu d'écart et il va ensuite voir telle personne. Horreur, il tombe à nouveau. Bon, bref. On a relevé 23 anachronismes rien que sur notre partie. Ce que tu veux dire là tout de suite, c'est que déjà, on nous raconte une histoire. En fait, on a inventé une fable. C'est ça. On a pris des éléments et on a construit une fable qu'on nous balance pendant 52 minutes, qui aurait une cohérence
Voilà. Alors qu'elle n'en a pas dans le réel. Alors qu'elle n'en a pas, donc 23 anachronismes, donc ça c'est le premier point. Deuxièmement, je pense qu'il est très important de préciser, et c'est pour ça que nous sommes relativement, on va dire, je dis bien relativement, parce qu'après il reste à savoir s'il va y avoir ou non une volonté politique derrière, mais nous restons relativement sereins quant aux poursuites judiciaires, car les propos tenus sont des propos tenus dans un cadre privé, dans une discussion privée. Sur 1 an d'infiltration, l'idéal pour lui aurait été de prendre un cadre ou moi-même en pleine discussion, dans un meeting, dans une réunion ou dans une avec manif de 30, rue, 40 personnes, et tenir ces propos-là. Ouais. Or, c'est pas du tout notre mode de fonctionnement, et donc il n'a pas pu le faire. Et c'est pourquoi il a cherché pendant plusieurs mois à suivre 1 ou 2 personnes qu'il avait reniflées comme étant un petit peu borderline, comme on... Brut de décoffrage. De toute façon, je veux dire... il y en a dans tous les mouvements. On a tous un ludo, a tous un ludo dans tous les mouvements, dans toutes les sociétés. Il y a un mec qui s'exprime en lâchant des bombes à chaque phrase. Bon, voilà. Mais en plus non. Alors, pour la défense de, non, mais de ce ludo, il ne lâche pas des bombes à chaque phrase. Simplement, au bout de 4 mois d'infiltration où l'infiltré lui pose des questions sans arrêt les mêmes, etc., à un moment, il pète un câble, comme on dit. Voilà. Et il finit par sortir tout un tas de conneries dont il pour se débarrasser du mec. Même pas. Pour se débarrasser du type. Le choquer un bon coup, comme ça, on n'en parle plus. Voilà. C'est. Je veux dire. Oui, il y a rien d'extraordinaire là-dedans. Malheureusement, il y a rien d'extraordinaire. Donc les propos sont particulièrement virulents, certes, mais en soi, ils sont pas sont pas. Quand je dis extraordinaire, c'est qu'on comprend très bien. Type qui dit, écoute, voilà, nous, on va tous leur rentrer dans l'art, on va faire une guerre et il va rester que les vainqueurs, c'est nous. On voit très bien que on va jouer ailleurs, après, fiche-moi la paix. Il le dit à Mathieu Maille, il le dit pas à 50 personnes, parce que lui-même le pense pas. Par contre, Mathieu Maille obtient ce qu'il cherchait depuis très longtemps. Ça y est, c'est dans la boîte. C'est ça l'avantage. Pour lui, en tout cas, et pour les gens de CAPA. Donc, on en est effectivement au visionnage, donc vous relevez beaucoup d'incohérences, vous construisez un embryon de défense, vous vous étiez préparé déjà depuis des semaines. Vous lancez un certain nombre de communiqués qui permettent aux gens d'avoir une grille de contre-lecture, en fait, de contre-information. On relève les plus gros mensonges. Voilà. Et c'est d'ailleurs toujours visible sur notre site. Ce qui est très intéressant, il faut le signaler. Internet, donc, de Dies Irae, vous allez sur le site de Dies Irae, vous avez tous les liens. Donc à l'issue de l'émission, pour ceux qui se couchent tard, vous pouvez aller voir ça. Ou dès demain, dès lundi, vous pouvez aller voir ça. Vous pouvez revoir l'ensemble des épisodes, on va les appeler comme ça, l'ensemble du déroulement de l'affaire sur le site de Dies Irae, sur les sites adjoints, puisqu'on va en parler maintenant. Juste avant qu'on parle de ces sites si je peux revenir juste sur un autre point très important, très rapidement, le fameux terrain soi-disant paramilitaire d'entraînement, etc. Voilà. Une fois par an, depuis 2 ans, on organise pour les 100 à 200 personnes qui sont autour de nous une journée d'amitié, de cohésion. Sport, méchoui. Voilà. L'année d'avant, nous avions fait une journée descente en rappel, d'Europe. Les photos étaient visibles d'ailleurs sur ton site. Parce qu'on n'a jamais rien caché. Voilà. Cette année-là, on s'était dit, on va faire une Olympiade géante, avec un truc un peu sympathique où les obstacles devront être passés en équipe. Voilà. On a remis une coupe à l'équipe qui avait fait le meilleur temps. Ça s'arrête là. On y est. Et c'est devenu un parcours du combattant pour entraînement à la guerre raciale, pour terroristes en herbe. C'est amusant. Or, et je tiens à le préciser, c'est très important, là où encore une fois, leur argument ne tient pas, c'est qu'ils ont interrogé A, les voisins, et B, le maire du village. Tous ces braves gens ont dit qu'ils vous y avaient vu qu'une fois dans l'année. Voilà, et que la journée s'était extrêmement bien passée, et qu'il n'y avait eu aucun problème, ni avec le voisinage. Vous les aviez invités même d'ailleurs, je crois. On avait invité un certain nombre de voisins. On est très loin du camp paramilitaire. Bien sûr. Bon, il est important, puisqu'il nous reste 5 minutes, quand même, que tu parles des conséquences de ce reportage, parce qu'elles ont été extrêmement néfastes, individuellement et collectivement pour vous, et que tu finisses par nous dire comment vous avez riposté, ce qu'il s'est créé et comment on peut vous aider, parce que les choses ne sont pas terminées, il y a des actions en justice. Alors, premier point, après le reportage, je crois que beaucoup de gens ont pâti de ce reportage. Oui. Alors, premier point, donc moi je vais parler évidemment de ma partie, de Dies Irae pour nous. Quelles sont les conséquences aujourd'hui, clairement le lendemain matin du reportage, des gendarmes sont allés voir le patron d'un
des sympathisants, même pas membres, hein, rien, sympathisants de notre mouvement pour avertir le patron, donc que son employé était dans l'émission. Bon, ça veut dire que plusieurs de tes sympathisants et membres ont perdu ou sont en train de perdre leur travail ? Aujourd'hui, 2 personnes ont été écartées de leur boulot, ne travaillent plus, et une 3e reçoit des pressions de la part à la fois de sa hiérarchie et à la fois de ses collègues, une pression terrible, très difficile à gérer. Voilà. D'accord. Sur le plan des racleurs de bidet, comme on les appelle, hein, l'extrême gauche gamelarde qui vient toujours manger les miettes après le passage des médias. Voilà. Là, je crois que beaucoup de maisons étaient repeintes avec des croix gammées. Alors oui, il y a une maison qui a été repeinte, mais alors dans toute la largeur de croix gammées, de SS, etc. La vitrine de la librairie Saint-James, qui est une librairie catholique de Bordeaux. Tout à fait, a été complètement détruite, elle est tombée. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait 60 nervis, entre 60 et 80 nervis d'extrême gauche. Ils viennent danser sur les cadavres, ils s'amusent. Et enfin, moi-même, je suis désolé d'en parler, mais j'ai reçu un nombre de menaces de mort, de menaces de viol sur ma femme, sur mes enfants. J'ai dû donc quitter le domicile très rapidement. Je pouvais pas prendre de risque. Et mettre à l'abri ta famille, il faut le dire. Mettre à l'abri ma famille. Quand on a 3 enfants, dont l'aîné a 3 ans, on ne peut pas se permettre la moindre... Nos auditeurs sont souvent des militants ou des sympathisants. Il faut qu'ils prennent bien conscience des conséquences que le pouvoir médiatique, que le pouvoir et que le système peut engendrer après avoir mis un coup de pression sur l'une des parties de notre mouvance. C'est pas rien. Alors d'ailleurs, j'en profite pour remercier tout le réseau qui s'est mis en place autour de nous sur Bordeaux, un certain nombre de personnes qui nous ont aidés aujourd'hui. Donc j'ai trouvé un logement de substitution pour quelques semaines encore, de personnes qui nous prêtent une partie de leur maison où je peux loger ma femme et mes enfants, ce qui est très important, le plus important d'ailleurs. Voilà. Mais il faut savoir que ça ne s'arrête évidemment pas là, quoi. Sur Google, il suffisait de taper Fabrice Orlin pour voir Fabrice Orlin, le tueur de musulmans, sur YouTube ou sur Dailymotion. Et évidemment, derrière, les gauchistes en ont profité pour en rajouter. C'est des périodes extrêmement difficiles effectivement à vivre. Alors, notre façon de nous défendre aujourd'hui, ça a été de contre-attaquer. Voilà, on a monté une association qui s'appelle Riposte Média, qui a vocation on en avait parlé dans l'émission sur les médias, sur le complot médiatique. Donc, ton émission a vocation à vous défendre dans un premier temps et à défendre toutes les personnes victimes des manipulations médiatiques. À l'avenir. Voilà, à l'avenir. C'est une association qui est destinée à rester dans le temps, il faut bien le dire. Tout à fait, voilà. Alors, aujourd'hui, ceux qui veulent nous aider, parce qu'évidemment, nous engageons aujourd'hui un certain nombre de procédés judiciaires avec des avocats qui, je tiens à le préciser, nous font des prix canons, mais malheureusement, il faut bien aussi qu'eux se nourrissent. Si des auditeurs veulent nous aider, il suffit d'aller à l'adresse http://soutien.dies-ire.fr. Et là, vous avez un onglet dons pour ceux qui le veulent. Et ça, on le retrouve sur ton site, le lien. Ça, on le retrouve sur le site Riposte Média. Et pour les autres, un soutien moral déjà extrêmement important. Pour conclure, je crois que... Oui, il nous reste quelques secondes. Ouais. Vas-y. Je crois que de toute façon, cette attaque-là dont nous avons été victimes n'est que le début, en fait, le tournant d'un nouveau procédé pour écarter tous ceux qui ne sont pas politiquement corrects, tous les mouvements ou autres. Et je pense qu'il est extrêmement important dans ces moments-là qu'on se serre les coudes, parce que c'est ce qui s'est passé a priori. Voilà. Pour la plus grande partie de la mouvance, les gens ont été... Voilà. On va dire quand même que c'est plutôt positif. Non, c'est très positif même. Alors évidemment, il y a eu des points négatifs, mais dans l'ensemble, très content de la façon dont ça a tenu. Et juste, si je peux me permettre une dernière phrase, je voudrais remercier et féliciter tous les cadres de Dies-Irae qui ont vraiment tenu le choc. Et là où ils s'en sont pas rendus compte, en face, c'est que ce qui ne tue pas rend plus fort. Et aujourd'hui, on a vraiment une équipe solide et sérieuse. Et je remercie tous ces amis-là d'avoir tenu le coup. Eh bien, tu nous envoies ravis. Longue vie à Dies-Irae. Merci beaucoup, Fabrice, de ta présence sur cette antenne et ce soir à notre émission. Je te remercie aussi. Je fais très rapidement les annonces habituelles. Notre blog sur oefort.com,
Méridien 0 sur OFR.com vous permet de podcaster les émissions, d'écouter nos émissions, de lire les chroniques culturelles et de nous joindre par mail sur le blog zméridien@yahoo.com pour nous envoyer vos remarques, vos questions, vos observations. Voilà, c'était le lieutenant Sturm à la barre avec à la technique Lord Sergueï. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Bonsoir.